Tout d'abord Clémence Guettet. Bonjour madame, Bonsoir. responsable du programme L'Avenir en commun, insoumis. Avec nous également Jean-Noël Barrot, secrétaire général du MoDem. C'est vous qui faites tourner la boutique quand François Bayrou n'est pas là. Et Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Elisabeth Borne, premier jour à Matignon, un long déjeuner avec Emmanuel Macron pour composer sans doute le gouvernement, 3 heures. Et auparavant, elle était allée à la rencontre des élus de la majorité à l'Assemblée. Vous n'y étiez pas, monsieur Barrot, mais est-ce que vous savez quand même ce qu'elle a dit à sa majorité? Oui, je m'y suis connecté pour un moment, et c'était un moment important puisque effectivement la Première ministre est la chef de la majorité parlementaire, et je crois que c'est important qu'elle puisse venir à la rencontre des députés qui sont en campagne pour leur réélection. Et alors, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Avec lesquels elle sera amenée à travailler dès le 19 juin prochain, c'est-à-dire la formation de la nouvelle majorité parlementaire. Et ce qu'elle a dit, c'est qu'elle a souhaité bon courage et bonne campagne à tous les députés. C'est une manière de leur donner un peu d'élan. Vous dites que c'est la chef de votre majorité, c'est-à-dire que c'est elle qui va mener la campagne des législatives. C'est vraiment elle la chef, devant Édouard Philippe, devant François Bayrou, devant Richard Ferrand, tous les mâles alpha, bêta, gamma de votre majorité? Sur le plan institutionnel, le chef... Oui, mais moi, ma question, c'est sur le plan politique. C'est le chef de la majorité. Sur le plan politique. Et je crois qu'elle va engager dès les premiers jours de cette semaine les chantiers du pouvoir d'achat et un certain nombre de chantiers du quinquennat qui vont aussi donner le là de cette campagne des élections législatives, dont oui, elle aura un rôle important à jouer aux côtés des autres figures de cette majorité présidentielle. Clémence Guettet, elle est Première ministre, mais elle va quand même se présenter aux élections. Donc en clair, si elle perd, elle sera plus Premier ministre après le mois de juin. C'est un choix différent qu'a fait Jean-Luc Mélenchon. Finalement, le choix d'Elisabeth Borne, il est plus clair, il est plus courageux que celui de Jean-Luc Mélenchon. Elle est Première ministre, elle va aux élections. Si elle perd, elle ne sera pas Première ministre. Vous trouvez que c'est plus courageux? Je trouve que c'est une appréciation assez subjective. Jean-Luc Mélenchon, le risque de perdre. D'accord, mais Jean-Luc Mélenchon l'a pris pour les élections présidentielles. On a fait 22%, mais on n'était pas au second tour. Et là, la bataille politique qu'on entame, c'est une bataille pour constituer une majorité aux législatives. Vous avez dit insoumise d'ailleurs, mais c'est Nouvelle Union populaire, écologique et sociale, puisque nous sommes rassemblés avec la France insoumise, le PS, le PCF et ELV, et c'est important. Je crois qu'on va d'ailleurs y revenir. On va y revenir dans le cours de l'émission. Et donc non, Jean-Luc Mélenchon est en campagne pour devenir Premier ministre. Pour ça, il nous faut plus de 289 députés. Donc on a du travail, et je ne crois pas qu'on manque de courage sur ce point. C'est la chef de la majorité, pour vous, Elisabeth Borne? C'est la chef de la majorité. Pour vous, Elisabeth Borne, c'est votre adversaire pour cette campagne. Vous savez que ça se décide ailleurs. En tout cas, pour cette période, il est logique qu'elle conduise la campagne des législatives pour les macronistes qui sont en campagne pour leur réélection. Ça a été dit. Et puis, monsieur Barrot l'a dit très justement, je le rejoins. Elle va donner le là de la politique gouvernementale qui peut être menée si jamais on ne réussit pas à bloquer ça en envoyant Jean-Luc Mélenchon à Matignon. C'est-à-dire sur le sujet des retraites, sur le sujet du pouvoir d'achat ou sur l'écologie, mais j'imagine qu'on va y revenir exactement point par point. Monsieur Jacobelli, pour vous, même question, est-ce que c'est quelqu'un qui a du poids politique? Est-ce que c'est vraiment la chef de la majorité, Elisabeth Borne? Écoutez, c'est à elle d'en faire la preuve. Pour l'instant, on a plutôt l'impression qu'on est dans une continuité un peu dérangeante. Le président de la République, lors de sa réélection, avait dit, vous allez voir, ce n'est pas la suite du quinquennat précédent, c'en est un nouveau, vous allez voir ce que vous allez voir, restez les yeux grands ouverts. On a vu, c'est Madame Borne, qui est donc une recyclée du premier quinquennat, qui arrive en tant que Premier ministre avec un CV long comme le bras. Madame Borne, qui a voulu réformer les indemnités chômage avec la dureté que l'on connaît. Madame Borne... On va y revenir sur son bilan. Ouais. Qui a milité pour la privatisation de la SNCF, qui a renvoyé 15 000 infirmières chez elle sans salaire pendant la crise du Covid. Effectivement, ça augure mal. Elle est, soyons clairs, quelqu'un qui a un profil de technocrate, le véritable chef. Celui qui tire les ficelles, c'est Emmanuel Macron. Elle est son directeur de cabinet de luxe, sans plus. Et technocrate de gauche ou de droite, si je reprends votre terme de technocrate quand même sur son positionnement politique? Elle se dit de gauche, mais moi je ne sais plus trop ce que c'est que la gauche. La gauche, si c'est autoriser les burkinis dans les piscines ou vouloir désarmer la police, je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, elle a une politique socialement extrêmement dure. Jean-Noël Barrot, qu'est-ce que vous répondez? Technocrate, le choix de la continuité, pas forcément un choix qui surprend. Non, je crois que c'est une femme d'État. Je pense que c'est une femme d'action, d'engagement et de conviction, qui a fait ses preuves en menant les réformes parmi les plus ambitieuses et les plus importantes du quinquennat qui s'achève. C'est une femme aussi, tout simplement. La première à occuper ce poste depuis 30 ans. Et je dois dire que je suis un peu choqué
voire scandalisé quand j'entends Marine Le Pen parler de saccage social, Jean-Luc Mélenchon parler de maltraitance sociale. Les 2 millions de jeunes qui ont bénéficié du plan Un jeune, une solution, est-ce que c'est un scandale social ? Les 720 000 apprentis l'année dernière, est-ce que c'est de la maltraitance sociale? Le revenu jeune engagement, est-ce que c'est... On va revenir point par point sur le bilan d'Elisabeth Borne. L'exemple de la jeunesse, c'est quand même on va y revenir. On reste juste sur le symbole que je viens d'évoquer. Excusez-moi. Le symbole que vous venez d'évoquer sur le fait d'être une femme. Je m'adresse à la petite fille que vous étiez, Clémence Guettet, qui était peut-être pas encore du côté de Jean-Luc Mélenchon, puisqu'Elisabeth Borne s'est adressée aux petites filles hier, en disant que ça envoyait un signal comme quoi tout est possible pour elle. C'est un symbole fort ou 24 heures après, c'est déjà un peu évanoui? Je pense qu'il faut des femmes à tous les postes de responsabilité, donc bon, c'en est une. Après, femme de gauche, c'est le qualificatif suivant qui me gêne un peu plus, mais quelques éléments ont déjà été donnés. La réforme de l'assurance chômage, je suis désolée, mais une femme qui met en œuvre cette réforme n'est pas une femme de gauche. Donc ça, il faut clairement établir les faits. C'est une femme qui veut équilibrer le régime, c'est ce que va dire M. Barrot, c'est ça d'être de gauche. C'est une femme qui va conduire la politique engagée par M. Macron depuis déjà 5 ans, dans la même continuité sur les retraites, sur le chômage, sur le code du travail. Et sur l'écologie, on va l'écouter, c'était hier au moment de la passation de pouvoir, elle en fait une des priorités de son action, on l'écoute. Vous pouvez compter sur moi pour poursuivre dans cette voie face aux nombreux défis que tu as rappelés qui sont devant nous. Je pense notamment à la situation internationale, mais aussi aux défis climatiques et écologiques sur lequel il faut agir plus vite et plus fort. Et je suis convaincue que nous pourrons le faire en associant encore davantage les forces vives de nos territoires, parce que c'est bien au plus près des Français qu'on trouvera les bonnes réponses. Et c'est bien tout le sens aussi de la nouvelle méthode voulue par le président de la République. Plus vite, plus fort, Jean-Noël Barrot. Bon, on sait qu'il y a 10 milliards d'euros qui sont consacrés à la transition écologique, mais c'est dans le budget qui sera voté pour 2023. Quand j'entends plus vite, je me dis là, c'est là maintenant. Qu'est-ce qu'elle peut indiquer, même pendant la période avant le premier tour des élections législatives en matière d'écologie? D'abord, parler de son bilan en matière d'écologie. La loi d'orientation des mobilités, qui est la grande loi transport du premier quinquennat, a été une loi qui a changé beaucoup de choses. Demandez par exemple aux associations qui sont très engagées sur la question du vélo, à quel point la loi d'orientation des mobilités a changé les choses. C'est par la volonté d'Elisabeth Borne que ça a pu être fait. Et la volonté d'aller plus vite et plus loin, c'est la nouvelle méthode proposée par Emmanuel Macron, qui est celle de la planification énergétique d'un côté, la planification écologique. Quand j'entends planification, je vois bien plus loin. Je vois pas forcément plus vite. La méthode, c'est concertation tout de suite. C'est concertation tout de suite et c'est planification et accompagnement pour réussir à faire de la France le premier pays dans le monde à sortir de la dépendance aux énergies fossiles. Clémence Guettet, juste un mot sur le bilan d'Elisabeth Borne en matière d'écologie. Il plaide en sa faveur ou pas par rapport à ce qu'elle promet? Non, pas du tout. D'ailleurs, les associations écolos ne sont pas ravies de cette nomination. Parce que celle sur le vélo, oui, mais sur d'autres domaines, non. Non, mais d'accord, mais le vélo, je suis navrée. Mais là, le GIEC nous dit qu'on va droit dans le mur, que ce sera plus 3 degrés à la fin du siècle. Alors le vélo, c'est une bonne chose, mais dans le même temps, sur les transports, c'est aussi celle qui a engagé la privatisation de la SNCF, donc la casse du service public du rail. Quand on se dit écolo, le rail, c'est important. C'est aussi celle qui n'a pas interdit finalement le glyphosate dans le mandat. C'est aussi celle qui a mis à la poubelle les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. C'est aussi celle qui a supprimé... Elle n'était plus... D'accord, mais son bilan, c'est les 5 ans, si vous voulez bien. Non, son bilan, on va dire que son bilan sur la question de l'écologie... La question écologique... Sur l'écologie, madame. Sur l'écologie, c'est quand elle est transport et quand elle est à l'écologie. Au travail, c'est autre chose. D'accord, j'y reviendrai après, alors si vous le permettez. Mais en tout cas, pendant son bilan, la France a été condamnée 2 fois pour son inaction climatique. Et je suis désolée, ça n'est absolument pas reluisant. Je finis d'un mot. Madame Borne est celle qui a supprimé 2000 emplois au ministère de la Transition écologique, voté dans un PLF en 2020. Ça veut dire qu'elle a enlevé des moyens pour ce ministère de mettre en place cette fameuse planification dont elle est maintenant chargée. Jean-Noël Barrot, vous répondrez, mais on écoute M. Jacobelli avant sur ce bilan écologique d'Elisabeth Borne. Est-ce qu'il plaide en sa faveur ou pas quand elle promet d'aller plus vite, plus fort? Madame Borne a participé à ce gouvernement. Elle a participé au phénomène plus de taxes pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement que d'utiliser les moyens de transport comme la voiture. Et elle a contribué, elle a participé à la fermeture de Fessenheim. Donc c'est une écologie de façade, une écologie poudre aux yeux, une écologie qui fait plaisir effectivement à l'extrême gauche, mais qui n'a rien de
qui n'a rien d'efficace, qui n'a rien d'efficace. Je me suis permis de ne pas vous couper, je vais terminer mon propos. C'est un geste de la main, vous en faites pas, mais vous êtes effectivement d'extrême gauche. Non. Pour dire, taper toujours plus sur l'automobiliste en le taxant 60% de taxes dans le prix de l'essence, je pense que ça ne réglera pas le problème. Ce qu'il faudrait, c'est d'avoir une première ministre courageuse, qui remette en cause certains fondamentaux, comme par exemple la mondialisation. Faire venir des produits de Chine, comme on le fait aujourd'hui sur des supertankers, qui polluent à peu près chacun comme plusieurs millions de véhicules, eh bien ça détruit la planète. 50% des gaz qui détruisent la couche d'ozone en France viennent des importations. Est-ce qu'elle aura le courage de s'attaquer à ça, plutôt que des Français qui sont obligés de prendre leur voiture, et excusez-moi de vous le dire, pas forcément le vélo quand on a 40 km à faire le matin pour aller au travail, eh bien là, elle sera une première ministre courageuse. Pour l'instant, rien ne l'indique. Double réponse de Jean-Noël Barrot, à M. Jacobelli d'abord, puisqu'on l'entend, et à Mme Guettet. Sur le bilan, c'est simple. Sur le défi climatique, qu'est-ce qu'on veut essayer de faire? C'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Quand je regarde le quinquennat d'Emmanuel Macron, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué 2 fois plus rapidement que sous les 2 précédents quinquennats. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, mais il faut aller plus loin, il faut aller plus vite. Par rapport à ce qui était prévu. Dire que le bilan est mauvais ou qu'il est contraire aux objectifs de lutte contre le dérèglement climatique, c'est tout simplement faux. Ensuite, sur la question de la voiture, je suis assez d'accord avec M. Jacobelli. On ne peut pas demander aux Français de tous s'équiper d'un vélo ou de les priver de leurs moyens de locomotion au quotidien, notamment quand ils sont dans des zones rurales ou qu'ils ont des trajets importants à faire pour aller travailler. C'est la raison pour laquelle la proposition d'Emmanuel Macron, c'est de créer un service de leasing, c'est-à-dire de location de véhicules électriques, qui soit de l'ordre de 80 à 100 euros par mois, et ça fait partie des promesses du projet présidentiel d'Emmanuel Macron. On va passer maintenant à l'autre dossier, l'un des autres dossiers qui attend Elisabeth Borne, c'est celui des retraites. Elisabeth Borne qui est connue, en tout cas, pour avoir beaucoup négocié avec les syndicats quand elle était patronne de la RATP ou de la SNCF ou ministre du Travail. Cette fois-ci, qu'en pensent ceux qui ont pu négocier avec elle? Je vous propose d'écouter Laurent Berger et Philippe Martinez. Moi, je la connais. Je l'ai côtoyée comme ministre du Travail. C'est rugueux parfois dans la confrontation. Il faudra sans doute faire un effort d'écoute et de co-construction davantage. Elle a toujours refusé de donner un coup de pouce au SMIC, de prendre en compte des réalités sur les salaires. Voilà, c'est ça son bilan. Et donc, je pense qu'elle est aussi dans la démarche que lui a donnée, en tout cas la stratégie que lui a donnée le président de la République, de continuer sur cette politique-là. Clémence Guettet, elle ne va pas défendre des positions sur lesquelles vous êtes, mais néanmoins de savoir qu'elle est habituée à discuter avec les syndicats quand Emmanuel Macron dit qu'il va engager une concertation. Est-ce que vous pouvez dire elle est de bonne foi? En tout cas, elle sait ce que c'est. Habituée et qualifiée de rugueuse par les 10 syndicats. Donc, je veux dire, ça n'augure rien de bon. Cette réforme des retraites, on s'y est opposé déjà dans le précédent quinquennat. Donc, ça aussi, ça a un goût de déjà-vu qui ne nous plaît pas vraiment. On l'a dit, ces élections législatives, c'est un référendum pour ou contre la retraite à 64 ou 65 ans, comme on nous le promet. Nous, on refuse de travailler aussi tard. On pense que la retraite à 60 ans, elle est souhaitable et que l'espérance de vie en bonne santé, elle augmente parce qu'on part encore assez tôt du travail. Donc, il faut continuer d'aller dans ce sens-là. Laurent Jacobelli, c'est aussi pour vous un référendum pour ou contre la retraite à 64 ans ou 65 ans? Oui, entre autres, bien sûr, parce que la feuille de route qu'elle a, Madame Borne, quelles que soient ses qualités ou ses défauts d'ailleurs de négociatrice, c'est d'instaurer cette retraite à 65 ans avec, je crois que certains ministres l'ont dévoilé, 45 annuités. Il faudra effectivement à l'Assemblée nationale faire bloc contre cette mesure, et je crois que le Rassemblement national est le seul crédible en la matière, parce que nous n'avons pas appelé à voter, chère madame, pour Emmanuel Macron. C'est un peu facile. Ma question, c'est pas tout à fait ça. C'est d'appeler à voter pour Emmanuel Macron le samedi et le lundi suivant l'élection, de dire qu'on est contre votre candidat. C'est la même chose. Et le lundi d'après, dire qu'on est contre sa réforme des retraites. Oui, évidemment, c'est le projet d'Emmanuel Macron. C'est un projet d'ailleurs qui n'a aucun sens. Parce qu'un Français sur deux arrive. Mais monsieur Jacobelli, ma question, c'est pas tout à fait ça, parce que je sais que vous êtes opposé à cette réforme. Ma question, c'était, puisque Emmanuel Macron promet quand même une concertation. Oui, est-ce que le fait qu'Elisabeth Borne a pu par le passé déjà négocier avec des syndicats, qu'elle sache comment ça se passe, est-ce que pour vous ça va dans le sens qu'il va y avoir véritablement une concertation ou pas? Soyons clairs, le problème, c'est pas Madame Borne, c'est Monsieur Macron. On l'a vu avec les Gilets jaunes, on l'a vu pendant un certain nombre de réformes. Pour lui, négocier, ça veut dire faire des shows, aller à la rencontre de gens présélectionnés, de faire semblant de papoter pendant 2 heures, dire à la fin « je vous ai compris » et de faire passer sa réforme coûte que coûte avec des députés pouce-bouton. Eh bien, on aura la même chose avec Madame Borne, quelles que soient ses qualités ou ses défauts, parce qu'elle n'est là que comme
petit télégraphiste de M. Emmanuel Macron, et c'est probablement pour ça qu'il a choisi une technocrate. Elle n'a pas une vision propre, elle est là pour obéir et faire respecter les ordres. Malheureusement, c'est probablement ce qu'elle voudra faire. Jean-Noël Barrot. Vous n'avez pas l'air, chaque fois, elle est mise en cause, Madame Borne, par Madame ou par Monsieur. Alors vous êtes poli, hein, vous mordez pas sur moi, mais vous ne la défendez pas beaucoup. Mais allez-y. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment besoin de la défendre, puisque le projet d'Emmanuel Macron sur les retraites, on l'assume pleinement, puisqu'il consiste à préserver notre système de retraite par répartition. Les solutions proposées par Mme Le Pen et par M. Mélenchon, elles conduisent tout droit à l'effondrement du système de retraite par répartition. Le comité d'orientation des retraites. Et donc à l'installation d'un système de retraite par capitalisation à terme, puisque certaines générations refuseront d'être solidaires des autres. Et c'est pas juste qu'on est convaincu, c'est qu'en plus, il a été validé dans les urnes. Les grandes orientations de ce projet, c'est-à-dire le recul de l'âge de départ, c'est-à-dire plus de justice avec un relèvement à 1 100 € des pensions minimales, c'est-à-dire la prise en compte de la pénibilité, la prise en compte des carrières longues. Ces orientations, elles ont été validées dans les urnes. Maintenant, elles vont faire l'objet d'une concertation, puisqu'il y a énormément de détails à régler, puis d'un débat au Parlement. Et j'ai toute confiance à Elisabeth Borne, qui, vous l'avez rappelé, a une habitude de travail de longue date avec les syndicats pour que cette concertation... rugueuse, nous a dit Laurent Berger. Oui, mais Laurent Berger aussi, c'est rugueux, et M. Martinez ne l'est pas moins. Et c'est pas pour autant qu'on ne sait pas négocier et discuter. Clémence Guettet, juste une réaction à ce que vient de dire M. Barrot, de dire que ça a été validé, la réforme des retraites, par l'élection. Vous pensez que les Français, ils ont voté pour Emmanuel Macron parce qu'il propose cette retraite? Bien sûr que non. Au premier tour de l'élection présidentielle, il y avait 3 blocs. Et c'était M. Macron qui proposait la retraite à 65 ans. Nous avons 22%. Par ailleurs, il y a eu des sondages. Les Français n'en veulent pas de ce recul de l'âge de départ à la retraite. Et au second tour, il y a beaucoup de gens qui ont voté pour M. Macron pour faire barrage à l'extrême droite, sans adhésion à ce projet. Et écoutez un petit peu la rue aussi, les mobilisations sociales. Voyez ce qui s'est passé, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Les Français et les Françaises redescendront dans la rue. Monsieur Jacobelli, vous descendrez éventuellement dans la rue ? Non, avec NUPES. Non, parce que moi je suis d'ailleurs... Nous on sera au gouvernement, donc ce sera la retraite à 60 ans, c'est ça que vous oubliez. Donc est-ce que vous descendez dans la rue contre la réforme de M. Mélenchon s'il est au gouvernement? Mais sur la réforme des retraites. Écoutez, moi je veux bien qu'on fasse de la politique de fiction, et même dans ce cas-là de science-fiction, voire d'horreur, mais non. Écoutez, sincèrement... je crois que le seul moyen, c'est pas d'aller dans la rue, c'est de voter. Il y a des législatives, là, bientôt, le 12 et le 19 juin. Donc, pour empêcher M. Macron de faire sa politique, je le redis, de saccage social, pour ne pas lui laisser les mains libres, pour que Mme Borne ne puisse pas laisser libre cours à toutes ces mesures, eh bien, il faut un maximum de députés du Rassemblement national. Et puis cet appel à la rue, madame, honnêtement, moi j'ai été choqué quand Clémentine Autain a dit « si nous ne gagnons pas les législatives, le combat continuera dans la rue ». C'est très léger comme respect des institutions démocratiques. Le vrai combat, le droit de la mobilisation, le droit à la grève, oui, on voit bien ce qu'elle voulait dire. Non, mais non, on voit pas ce qu'elle voulait dire. À part la mobilisation sociale et les grèves. Madame, il y a les urnes. Vous n'y croyez peut-être pas, mais nos acquis sociaux, c'est comme ça qu'on les a eu. Il y a les urnes, et nous les défendons, et nous les défendons probablement avec plus de sérieux et plus de conviction. D'accord, donc vous reniez le travail des syndicats, par exemple, qui se mobilisent. Je crois dans les urnes, je crois dans l'élection, et je crois... Ça n'empêche pas, ça n'est pas antinomique. Aux citoyens, la voix du peuple par les urnes. Une mobilisation électorale, elle doit être accompagnée d'une mobilisation sociale. Alors, mesdames, messieurs, on va retrouver notre citoyenne Joanie Berthet qui est avec nous par Skype. Vous savez, tous les soirs, dans cette émission, nous recueillons l'avis d'un Français, d'une Française. Elle est avec nous ? Oui. Bonjour Madame Berthet, vous êtes agent immobilier à Marseille dans les Bouches-du-Rhône. On le rappelle pour les gens qui vous découvrent pour la première fois, mais vous intervenez régulièrement dans cette émission. On va évoquer avec vous la décision du conseil municipal de Grenoble d'autoriser le port du burkini dans la piscine municipale. Ça a été voté hier soir par le conseil municipal de Grenoble à une courte majorité. Est-ce que ça vous dérange qu'on puisse se baigner en burkini dans une piscine où vous pouvez aller? On va écouter avant le reportage de Sébastien Thomas qui nous rappelle la réunion du conseil municipal hier. 29 voix pour, 27 contre. Après 2h30 de débat, le nouveau règlement intérieur de la piscine municipale de Grenoble a été adopté. Dès le 1er juin, les femmes pourront se baigner seins nus et le burkini, ce maillot de bain intégral, sera autorisé. Le maire, qui porte le projet, se félicite d'une victoire multiple. J'avais encore cet après-midi quelqu'un qui m'écrivait en me disant enfin je vais pouvoir aller me baigner avec mon t-shirt anti-UV, je n'en pouvais plus et je ne souhaitais pas montrer mon ordonnance médicale au caissier à la piscine. Et puis aussi pour le respect de la laïcité. Car si rien dans la loi de 1905 n'interdit le port de vêtements religieux dans l'espace public,
La vision du maire a provoqué un débat tendu. 13 élus de la majorité ont d'ailleurs exprimé leur désaccord. À notre sens, c'est un retour en arrière. Donc il y a les droits de tout le travail et tous les combats qui ont été menés pour avoir des acquis pour les femmes. Et ben nous avons le sentiment qu'on revient en arrière. De son côté, l'opposition appelait à manifester devant le Conseil. Les élus dénoncent la pression d'associations religieuses. L'islamisme est une entreprise de grignotage de notre société laïque. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui à Rennes ? Rennes a obtenu le port du burkini. Et vous savez ce qu'elles sont en train de demander maintenant ? Des horaires séparés. Le préfet de l'Isère compte saisir le tribunal administratif de Grenoble. Quant au président de la région, Laurent Wauquiez, il annonce couper les subventions à la mairie. Alors, Madame Berthet, on vous retrouve, je vous rappelle, agent immobilière à Marseille. Est-ce que ça vous choque qu'on puisse se baigner en burkini dans une piscine municipale? Vous, dans une piscine, vous seriez. Est-ce que ça vous dérangerait? Est-ce que vous quitteriez la piscine si vous y arrivez, des personnes en burkini? Alors, bonsoir. Non, ça ne me choque absolument pas, en fait, qu'on puisse autoriser le burkini du moment que l'on autorise, en fait, les seins nus. Et là, je doute fortement qu'elles se baigneraient, surtout en même temps que les femmes seins nus et aussi en même temps que les hommes, puisqu'à la base, le burkini, ben enfin, dans la religion de l'islam, elles n'ont pas le droit de se baigner face aux hommes. Donc là, en fait, pour moi, il y a une grosse polémique, sûrement pour 4 femmes au final qui vont se baigner dans la piscine. Et au final, je pense que c'est une grosse polémique et que c'est pas dérangeant en fait qu'on fasse passer une loi pour 4 personnes. Mais la question que je me pose aujourd'hui, c'est comment ça se fait que ce débat-là arrive en pleine période de législative surtout. D'accord, ça vous dites que monsieur Piolle à Grenoble a une intention derrière, mais ça serait quoi? Vous dites que vous trouvez ça étrange que ça arrive au moment des législatives, c'est qu'il veut faire du clientélisme électoral. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Bien sûr, je le pense que c'est pour avoir un vote communautaire. Étant donné qu'il est maire de Grenoble depuis 8 ans, pourquoi il l'a pas fait avant? Pourquoi il attendait que maintenant pour pouvoir faire ça? Il voulait le mettre un petit peu avant quand même. Il avait été retardé par le Covid, explique-t-il. C'est pas la première fois qu'il y a des polémiques autour du burkini à Grenoble. Donc c'est pas quelque chose qu'il a découvert maintenant, mais c'est vrai qu'il le fait passer maintenant. C'est aussi parce que c'est la période de grande influence au niveau des piscines. Mais est-ce que pour vous c'est un sujet dans la société française, le burkini, hein? Alors, le burkini, pour moi, non, je pense pas que ce soit un sujet. Là où le sujet, en fait, poserait problème, c'est si on autorise des horaires spécifiques à ces femmes-là dans les piscines municipales. Si elles veulent des horaires, elles ont qu'à aller en piscine privée et du coup payer une tranche horaire. Merci beaucoup, madame. On va revenir vers vous. On va écouter Clémence Guettet. Elle accuse Éric Piolle d'aller chercher un vote communautaire, un vote musulman. On sait que 69% des musulmans, selon un sondage, ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est le cas? Alors déjà, je note que le bandeau et la délibération de monsieur Piolle à Grenoble, c'est sur burkini, seins nus, toutes les tenues. Et le contenu de la discussion, pour le moment, est uniquement orienté sur le burkini. Je trouve que ça n'est pas un choix anodin, mais passons. Cette question est une polémique qui enfle, qui ne devrait pas être le sujet dont on parle maintenant, je trouve. Il y a des sujets beaucoup plus préoccupants liés à la question de l'eau. On pourrait parler de la sécheresse, on pourrait parler des gamins qui ne peuvent pas aller à la piscine parce qu'il n'y a plus de piscine. Dans la piscine. Mais on est bien d'accord, madame, que c'est Éric Piolle qui a décidé. Oui, Éric Piolle, c'est le maire de Grenoble qui est NUPES. D'ailleurs, on a, je crois, abordé un peu ce débat pendant la loi séparatisme, et notamment les macronistes, et nous avec, on considérait que ça n'était pas un débat national, puisque ça relève du règlement intérieur des piscines. Ça veut dire qu'il y a 4000 piscines municipales dans le pays, on pourrait avoir 4000 fois ce débat selon la décision des maires. Demande à ce qu'il y ait un règlement pour l'ensemble de la France. Mais pour le moment, il n'y en a pas, donc ça relève d'une municipalité. Pour moi, c'est un non-sujet. Par ailleurs, c'est pas une question de laïcité en plus, parce que là, vous prenez le sujet du burkini. La façon dont c'est amené, c'est chacun a le droit, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, de venir se baigner comme il veut à la piscine. Et je suis d'accord avec... vous n'allez pas nous faire croire ça quand même.
Pardon ? Vous n'allez pas nous faire croire que des femmes qui désirent se baigner seins nus soient à côté de femmes qui portent le burkini. Madame, vous savez très mais bien. Est-ce que je vous ai fait croire ça ? Bah oui, non, dites vous que c'est n'écoutez ça, la pas ma question. réponse. Mais Non, parce que vous n'écoutez pas vous ma niez réponse. le problème. Madame, il y a une tentative je dis que l'angle choisi d'islamisation. par les médias et qui vous arrange bien. Oh, madame, je ne suis pas maire de Grenoble. Flétrir les concitoyens musulmans. Non, je pense que personne ne veut flétrir. Si, je suis désolé, madame, je vais répondre. La demande de l'association. Nous sommes en campagne législative, un scrutin national. Nous venons d'avoir une nouvelle première ministre qui va nous casser complètement le code du travail, l'assurance chômage. Une figure nationale. Monsieur Jacobelli, est-ce que monsieur Piolle est hypocrite quand il dit, on l'a entendu, que ça sert aussi à protéger, c'est pour des raisons sanitaires, parce qu'un vêtement couvrant protège des UV, ce qui est vrai. Excusez-moi, mais si demain, Daïk Oudui, vous voulez aller dans une piscine à Grenoble avec une combinaison de plongée, on vous l'interdira pour des raisons d'hygiène. C'est une mesure idéologique. C'est même Verts d'ailleurs qui veulent interdire le sapin de Noël dans certaines villes. Donc ils voudraient cacher certaines religions, veulent faire la promotion de dérives idéologiques de certaines religions. Monsieur Piolle a besoin d'électeurs, Monsieur Piolle fait du communautarisme et c'est très dangereux, c'est un éclairage très dangereux qui apparaît sur cette espèce d'alliance improbable de toutes les gauches radicales. Vous avez dans ce conglomérat des gens qui effectivement voient dans l'avenir de la femme le burkini, alors qu'en Afghanistan elles se battent pour ne plus le porter, quelle indécence d'ailleurs par rapport à nos valeurs et par rapport aux femmes et par rapport aux musulmans. Franchement, parlez pas de féminisme, par rapport aux musulmans. Vous n'êtes même pas capable de dire première ministre, ça vous écorche la bouche. Parlez pas de féminisme. Non, vraiment, ne parlez pas de féminisme. Je vais terminer ma phrase, madame. Madame Le Pen, c'est celle qui voulait faire la police du vêtement dans la rue. Madame, on n'est pas au Venezuela. On n'est pas au Venezuela. Je vais continuer de parler. Quel est le rapport ? On est sur le plateau de France Info. On va écouter monsieur Jacobelli. On est dans cet amalgame idéologique avec des gens qui veulent interdire le droit de vote s'ils ne sont pas assez cultivés, comme monsieur Caron, avec des fanatiques qui veulent empêcher la police d'avoir des armes. C'est un conglomérat anti-républicain prêt à toutes les bassesses pour aller racler des voix. Et donc c'est très grave ce qui se passe. Ce sont nos principes républicains qui sont mis en cause et il faut lutter fermement contre cette nouvelle alliance de l'extrême gauche radicale. Jean-Noël Barrot, votre réaction à la décision de la mairie de Grenoble ? Oui, simplement rappeler que je trouve regrettable que Éric Piolle, pour faire la campagne de Jean-Luc Mélenchon, fasse cette provocation communautariste à quelques jours des élections. Alors, le tribunal administratif a été saisi et est actionné le déféré laïcité, qui est une nouvelle mesure qui était inscrite dans la loi contre les séparatismes qu'a porté Gérald Darmanin et qui va être, je dirais, expérimenté à l'occasion de cette question juridique qui sera posée. Mais je trouve vraiment très dommageable de faire de la politique avec la loi de 1905, comme le fait monsieur Piolle aujourd'hui. Juste rapidement, est-ce qu'il faut une loi, comme le demande l'Association des maires de France, sur cette question-là ? Clémence Guettet, si jamais... Il y aura une jurisprudence à partir du déféré laïcité. Qu'il y ait un débat national, puisque ça s'invite sur les plateaux de télévision, pourquoi pas que ça se règle au niveau national. En l'occurrence, c'est le règlement intérieur d'une piscine, sur 4000, je me répète. On peut faire une législation sur les règlements intérieurs de toutes les piscines en France publiques. Il y a eu un déféré laïcité, il y aura une jurisprudence une fois que le tribunal administratif l'aura traité. Laurent Jacobelli. Oui, non, mais il faut lutter rapidement, voilà. Oui, mais très vite, centimètre carré par centimètre carré, l'islam politique radical essaye de conquérir des territoires. Il faut l'en empêcher, et c'est d'ailleurs ce que nous devons à tous les citoyens français, quelle que soit leur religion. Alors, Joanny Liberté, vous avez écouté nos invités. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous estimez qu'il faudrait une loi pour que ça soit le même règlement partout, dans toutes les piscines de France, et que ça ne dépende pas d'une commune et que ça diffère d'une commune à l'autre ? Oui, je pense que ce serait bien d'uniformiser du coup toutes les piscines, mais après aussi ce serait bien aussi de demander l'avis directement aux Français, quoi, s'ils en veulent ou s'ils en veulent pas. Parce que après, franchement, je suis dubitative sur le fait qu'il y ait des femmes en burkini se mêlent aux femmes seins nus. Ça, ce serait magique à voir, quoi. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de femmes qui restent seins nus dans des piscines municipales. Ça, c'est une autre question. Après, comme ça sera possible, on pourra le voir. Mais donc, référendum pour vous, pour cette question-là ou pour d'autres questions, en fait, vous aimeriez qu'il y ait des référendums un peu plus souvent ? J'élargis un peu la question. Oui, complètement. Complètement. Je pense que l'avis des Français n'est pas assez demandé. Alors que bon, c'est nous qui vivons avec les lois, qui souvent nous sont imposées. Et ce serait bien, en fait, pour des... Et là encore, bon, c'est un petit sujet, parce que honnêtement, je pense que là, les Français sont plus sur le pouvoir d'achat que sur ce type de sujet-là. Mais oui, des petits sujets comme ça, on devrait faire des référendums. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui ou non ?
Merci beaucoup, madame, d'avoir été avec nous. Jean-Noël Barrot, ça c'est un truc du MoDem, les référendums, la proportionnelle. Vous pourriez être au gouvernement en charge de ça, non? Vous, personnellement? Des référendums? De la rénovation de la vie politique. En tout cas, c'est un sujet qui est essentiel. C'est un des chantiers, parmi les grands chantiers du quinquennat, sur lequel on a beaucoup d'attentes. Mais ça, il faut que ce soit un MoDem qui s'occupe de ça. C'est un chantier. Dans la majorité. Alors, c'est pas la question d'un MoDem ou quoi que ce soit, puisque le président a souhaité que ce soit une initiative transpartisane. Oui, mais c'est un sujet que vous portez depuis longtemps, le MoDem, au sein de la majorité. Voilà. Ce qui est absolument indispensable, c'est qu'effectivement, l'Assemblée qui va être élue au mois de juin, le 12 et 19 juin, elle sera une nouvelle fois avec une composante majoritaire très forte. Et elle ne représentera pas suffisamment, en tout cas c'est ce que nous pensons, la diversité de la société française. Donc il faut faire évoluer les règles du jeu. Comme je me suis lancé là-dedans, on va continuer avec vous deux. C'était pas prévu sur les référendums, mais là aussi, si vous êtes au pouvoir, plus de référendums. Jean-Luc Mélenchon l'a promis pendant la campagne. Oui, on a déposé une loi sur les référendums d'initiative citoyenne pendant le quinquennat précédent, qui a été refusée par la majorité présidentielle. Vous n'avez pas d'intérêt à ce qu'il y ait des référendums plus couramment, et vous ne le ferez pas pendant ce quinquennat. Donc, c'est berner les gens que de dire que vous allez rénover la démocratie. La proportionnelle n'a pas été faite. Vous l'apportiez au MoDem. Monsieur Macron s'y est opposé sur les référendums d'initiative citoyenne. Il n'y en aura pas non plus. Notre proposition de loi avait été rejetée. Mais je rappelle que les 12 et 19 juin, les gens peuvent voter pour un programme qui porte ce type de proposition. Le RIC, c'est dans notre programme. Alors, Jacobi, là aussi, c'est dans votre programme. Oui, il faut régénérer notre démocratie. Je pense que si les Français, de plus en plus d'ailleurs, boudent les urnes, c'est parce qu'ils ne se sentent pas représentés. Moi, je représente un mouvement qui est arrivé au second tour de l'élection présidentielle et qui, au moment où on se parle, a 7 députés. Tout le monde comprend que ce n'est pas normal. Alors, bien sûr, le 12 et le 19 juin, ça va changer. Nous aurons un groupe beaucoup plus large, de même que le référendum. Il y a un certain nombre de sujets, notamment de société, qui ne peuvent pas être réglés ni par McKinsey, ni par un président solitaire, mais qui doivent être réglés par le peuple. Voilà, donc la leçon de ce soir, c'est que peu importe qui gagne les législatives, il y aura plus de référendums dans la politique française, si je vous écoute tous les trois. On va passer à un sujet très technique, mais très politique, et qui provoque l'émoi, notamment du côté des candidats NUPES. Alors, pourquoi très technique? Parce que c'est la classification, la façon de répertorier qu'a le ministère de l'Intérieur les divers mouvements politiques. C'est ce qu'on appelle la nuance. C'est différent de l'étiquette. L'étiquette, c'est le candidat qui met l'étiquette politique qu'il veut. MoDem, RN, NUPES. Simplement, dans la façon de compter les résultats et de les présenter, le ministère de l'Intérieur, il adopte des nuances. Et il considère qu'il n'y aura pas la nuance NUPES, que ça n'existe pas, qu'il y aura une nuance LFI, une nuance, un candidat il sera LFI, il sera écologiste, il sera PS ou Parti communiste. Et donc, dans la façon de présenter les résultats, on ne dira pas que NUPES a fait, par exemple, 25%, mais on dira les Insoumis ont fait 13%, le PS 10, le PC 3, je dis n'importe quoi, mais on comprend l'idée. Vous dites aujourd'hui que c'est du tripatouillage et que c'est un scandale démocratique. Ben oui, votre résumé était excellent sur la question, c'est-à-dire que il n'est pas tout à fait complet, mais voilà. Ça n'est pas anodin cette histoire de nuance, parce que c'est la façon dont pour le grand public seront présentés les résultats au soir du 19 juin. Pas forcément par nous, instituts de sondage avec lesquels on travaille, nous, dans les soirées électorales, mais par le ministère de l'Intérieur. Ben oui, tout à fait. Mais donc, de fait, ça permettrait à M. Macron d'afficher un score plus haut que le nôtre, alors même que nous avons passé un accord électoral pour lequel nous avons négocié pendant 3 semaines pour nous mettre d'accord sur un programme, une stratégie, un futur Premier ministre. Donc on aimerait que cette identité politique puisse être reconnue. Et par ailleurs, ça n'obéit à aucune logique. Donc c'est assez étonnant. Si ça obéit, c'est une logique, je veux dire, c'est du ministère. Parce que l'autre problème, et je me tourne vers M. Barrot, c'est qu'Ensemble, qui est une confédération de plusieurs mouvements politiques, ça. MoDem, Renaissance, qui s'appelle toujours En Marche pour l'instant, et Horizon, vous avez droit à l'étiquette commune. À la nuance commune, pardon, qui est apparu comme par Oui, alors l'argument. Il y a une différence. Et oui, il y a une différence. Il y a un argument technique et ensuite il y a une différence politique. Voilà, alors déjà l'argument technique, allez-y. Non, vous êtes plus compétent que moi, parce que c'est compliqué, donc allez-y. Non mais. Honnêtement. Bon, alors l'argument technique, c'est de dire que le financement du parti. Mais vous êtes mis d'accord, il n'y a pas d'argument technique. C'est quoi ce truc? C'est l'argument du ministère de l'Intérieur. Ouais. Il dit, c'est que. Le financement d'Ensemble, il est unique. C'est-à-dire que, est-ce que vous faites l'aide mémoire. Chaque candidat, mais non,
chaque candidat, c'est très compliqué. Il faut rappeler aux téléspectateurs que mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que c'est de la magouille. Non, ce que les gens doivent comprendre, c'est de la magouille, c'est juste une histoire de présentation. Mais expliquez-nous comment, comme par magie, l'étiquette de la majorité présidentielle apparaît et la nôtre, non. Nous avons un programme commun établi. Mais nous aussi, monsieur. Quelle est la position de NUPES sur le nucléaire ? Quelle est la position de NUPES sur l'Europe ? Quelle est la position de NUPES sur la laïcité ? Monsieur, le programme commun, il va être dévoilé jeudi ou vendredi. Donc vous aurez les réponses à toutes vos questions. Il y a encore quelques négociations. Ça fait 3 semaines que je travaille sur cette question. Je peux vous dire qu'il y a un programme commun. Il fait plusieurs centaines de mesures. Et donc sur le nucléaire, et les gens pourront s'y référer. Sur le nucléaire, sur l'Europe, sur la laïcité. Je me rends compte que vous biaisez, mais sur le nucléaire, sur la laïcité, sur toutes ces questions, il y aura les réponses dans le programme. Il y aura un accord, bien sûr. On va revenir sur le programme commun, mais je voudrais que vous entendre sur l'argument technique et l'argument politique, parce que ça me paraît intéressant. L'argument technique. Il n'y a pas d'argument sur l'audiovisuel. L'argument technique, c'est que les formations de la majorité présidentielle, Horizon, LREM et MoDem, ont décidé de lier leur destin en s'associant dans une confédération. Ce qui veut dire que vous avez le même financement et vous répartissez entre les mouvements après, alors que... Mais ça n'est pas une condition imposée pour une nuance. C'est faux. Ça n'est pas une condition imposée pour une nuance. Divers gauche, monsieur. Divers gauche ou territoire, je ne sais pas quoi. Chacun restera dans son groupe. C'est pas vrai. C'est une union. Il faut expliquer. Il y aura un financement pour Europe Écologie. Et là, il y aura un financement particulier pour Europe Écologie, pour LFI, pour le PS et pour le PC. Qui est le président de NUPES ? Expliquez-moi ce qui se passe pour les candidats qui sont sous la nuance divers gauche, par exemple. Depuis des années, plusieurs associations de financement. Ça n'est pas un argument. Le seul argument, il est politique et vous alliez peut-être le donner. Expliquez-nous pourquoi cette nuance n'est pas apparue dans le nuancier. L'argument politique, c'est que vous avez avec la Confédération Ensemble un projet clair, une ligne claire, projet commun. On attend de voir sur le nucléaire, sur l'Europe, le ministère de l'Intérieur n'a pas à décider si notre programme est un programme de qualité ou pas. C'est les électeurs qui vont décider de ça. L'argument technique, c'est que la Confédération... Bien, vous avez raison. Mais l'argument technique, c'est que dans la Confédération Ensemble, les partis qui la composent ont décidé de lier leur destin en mutualisant les financements publics. Ça n'est pas le cas des membres de NUPES. Ça n'est pas le cas des membres de NUPES qui repartiront chacun dans leur coin à l'issue des législatives. C'est vrai que, par exemple, si je peux... c'est un peu un duo, si je peux intervenir. On va essayer de Jacobelli. Il y a eu d'autres... Je veux bien quand même... On va repartir, mais on laisse vous parler là-dessus. On va laisser M. Jacobelli. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, parce que vous-même... Donc, on laisse Madame Guettet. On laisse répondre. C'est faux ce que vous dites. Vous le savez, monsieur. Vous avez beaucoup... Qui est le président de NUPES ? S'il vous plaît, je parle à monsieur Jacobelli. Vous allez reprendre votre discussion. On écoute monsieur Jacobelli parce que lui, le RN également, a eu... Aboutissez. On reviendra. Parce que franchement... On reviendra, on est 3. Vous êtes 3, vous n'êtes pas que 2. Allez-y. Monsieur Jacobelli, vous êtes longtemps battu aussi contre le ministère de l'Intérieur pour cette nuance. Parce qu'avant le Rassemblement national, quelquefois, vous mettez la nuance d'extrême droite. Vous êtes battu là-dessus. Maintenant, vous avez la nuance Rassemblement national. Au moins, c'est très clair. La nuance d'extrême droite existe. Elle ne s'applique pas à nous. Elle s'applique à d'autres formations politiques. Mais c'est un peu bizarre, ce droit qu'a le ministère de l'Intérieur pour qualifier les nuances politiques des uns des autres. Je n'en sais rien. Mais quand j'écoute les deux débatteurs qui sont avec moi autour de cette table, je vois bien quand même une cohérence idéologique du côté d'ensemble. Depuis des décennies, ils mènent la même politique. Le centre droit, le centre gauche, la droite molle. Les mêmes mesures de perte d'autorité de l'État et de l'accès judiciaire, les mêmes mesures d'immigration massive, les mêmes mesures d'abandon des classes moyennes et des classes les plus pauvres parmi les Français. Donc il y a une cohérence. J'ose espérer que, par contre, du côté de NUP ou NUPES, je ne sais pas trop comment on dit, ceux qui veulent désarmer la police ne sont pas exactement ceux qui veulent interdire les réunions au blanc, qui ne sont peut-être pas ceux qui veulent fermer le Sénat pour en faire une assemblée réservée aux animaux et aux plantes. Vous voyez, il y a toutes sortes de mouvances assez bizarres et assez dangereuses. Donc, je sais que peut-être qu'il n'y a pas une cohérence incroyable, si ce n'est peut-être de battre en brèche les valeurs républicaines. Bon, vous voulez revenir sur le bout de votre discussion, parce que vous voulez nous dire, peut-être qu'on perd un peu nos téléspectateurs, mais comme c'est un communiqué de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, ça fait partie de l'actualité. Oui. Pour vous, c'est un coup politique de la part de Gérald Darmanin, qui est ministre de l'Intérieur, et donc, selon vous, d'Emmanuel Macron, pour que le soir des résultats, les listes d'ensemble fassent un meilleur score que les listes NUPES, tout simplement. Évidence, parce que le seul argument technique qui est donné,
n'en est pas un. C'est-à-dire cette histoire d'association de financement, C'est vrai. c'est faux. Il y a une nuance qui dit divers gauche et les financements ne vont pas à un parti qui s'appellerait divers gauche. Ils vont à diverses formations politiques. Donc ça, c'est faux. Donc il y a un argument, il est politique, c'est le fait que le ministre de l'Intérieur se permet de dire si jamais la nouvelle Union populaire écologique et sociale peut représenter une nuance. Puisque le projet n'est pas encore sorti. Mais bien sûr qu'elle existe. Est-ce Nous avons qu'elle se va conclu se un doter accord d'un il y a projet 2 commun? semaines. Oui, et il y avait déjà des grands marqueurs qui ont été dévoilés. Honnêtement. Et il y aura un programme. Et par ailleurs, vraiment, le ministre de l'Intérieur n'a pas à juger de la qualité des programmes. Est-ce Sinon, que vous Monsieur pensez, Macron, est-ce que vous il pensez n'aurait que pas ce pu être débat candidat. est essentiel dans la vie des Français, madame? Vous parliez tout à l'heure du Burkini, mais alors là, on est encore plus bas. Je suis invitée Mais à bien une sûr, émission je de sais télé, bien. je réponds Si aux vous, questions de monsieur, si vous me jugez permettez. que c'est pas intéressant, c'est moi qui en suis responsable. Je ne dis pas que c'est pas madame. Mais en même temps, j'en parle parce que Jean-Luc Mélenchon a fait un communiqué. Oui, mais c'est ça, que c'est bien ça. parce que c'est politique. Moi, j'aurais aimé l'entendre sur d'autres sujets. Pourquoi pas sur le Burkini? Pourquoi pas sur ce qui passe dans certaines banlieues où l'autorité de l'État n'est plus respectée? On en a parlé du Burkini. Sur le nucléaire. Sur le nucléaire, là, pour le coup, il en Monsieur parle pas. Mélenchon n'a Les pas de deux problème seules à parler ambitions du de Monsieur nucléaire non Mélenchon, plus, c'est d'être Premier ministre et de faire reconnaître son espèce d'association un peu improbable. Bon, bah voilà, c'est sa préoccupation du moment. Mais c'est pas tout à fait fini les négociations entre les différents courants de C'est NUPES. quasiment Voilà, mais on terminé, discute ouais. encore du nucléaire et on discute encore un peu de l'Europe. Non, on est en train de finaliser le programme parce qu'il est présenté vraiment... comment? Pour ou contre le nucléaire? On est pour arrêter le nucléaire, on l'a dit de toute façon. Même les communistes. Et dans le cadre de notre alliance, il y a un intergroupe et les communistes auront leur liberté de vote sur ce sujet. Sauf que ce qu'on sait, c'est que les Français et les Françaises, ils en veulent plus du nucléaire. Et si on peut revenir au bilan de ça, Madame c'est vous qui Borne, le décrétez, d'ailleurs, Madame Borne, c'est celle qui a permis que le nucléaire soit repoussé de 10 ans. Donc vraiment, je vous assure qu'on sera très à l'aise pour débattre de nucléaire avec tous les macronistes qu'ils voudront pendant sur cette l'Europe élection législative. Pareil, monsieur. Et vous le savez très Frexit. bien parce que ça fait 2 semaines qu'on en parle. Frexit. Et non, pas Frexit. Ne soyez pas aussi caricatural que monsieur. Ça n'est Ouais, pas la peine. Vous savez, ces associations de partis qui sont faites non pas pour représenter l'intérêt général, non pas par partage d'une vision, mais simplement pour sauver des postes, je trouve ça un petit peu dommageable à la vie politique en Sauver général. quel poste, monsieur? De quoi vous parlez? Oui, madame, quand des socialistes morts de faim viennent s'associer à des extrémistes, c'est parce qu'ils veulent sauver des postes. Moi, C'est vous qui savez, les extrémistes, monsieur? C'est vous, madame. Moi, j'ai connu une Et gauche vous, que vous je êtes quoi? respectais. L'extrême droite, vous êtes quoi? Nous ne sommes pas d'extrême droite. Justement, vous voyez, lisez la liste du ministère de l'Intérieur. Donc ça fait foi désormais. Le NUPES n'est pas d'extrême gauche également sur la liste du ministère de l'Intérieur. LFI. Oui, non, NUPES. non. Mais Bon. pour aller... On n'est pas Pour aller d'extrême plus gauche, il y a loin, une extrême gauche il n'y a dans ce pays, ça se aucune respecte. cohérence monsieur. derrière et ça donne l'image de gens qui veulent sauver leur poste avant d'essayer de sauver le pays et des gens. Moi, j'ai Ça cru- marche pas très bien moi- parce qu'il y a moi, vous beaucoup de savez, dissidents PS. Pour terminer, moi, je suis pas de gauche, mais j'ai toujours eu du respect pour une gauche laïque, républicaine, la gauche de l'ascenseur social. De voir cette gauche diluée avec un certain nombre de théories complètement fantaisistes et dangereuses, je trouve ça dommageable pour la vie politique française. Il y a un autre sujet politique, anecdotique, mais pas forcément. On a appris aujourd'hui que Jean-Baptiste Djebbari, qui est ministre des Transports, toujours, tant qu'il n'y a pas de gouvernement, il est toujours ministre, même s'il dit qu'il ne veut plus continuer sa vie politique. On a appris qu'il était embauché par une société Opium, qui a même publié une photo du ministre avec une voiture. On voit, Opium, c'est une société qui construit des véhicules à hydrogène. Et on sait que M. Djebbari a plutôt soutenu cette technologie pendant qu'il était ministre. Est-ce que c'est pas un problème quand même qu'il rejoigne une société privée tout de suite après avoir été ministre des Transports, alors qu'il est en fait, en plus il est toujours ministre des Transports, mais il n'y a pas des conflits d'intérêts là, Monsieur Barrot? Vous savez, il y a des règles de déontologie extrêmement strictes. Et il faut le rappeler d'ailleurs, parce que nous avons en France un personnel politique, un personnel dans la haute fonction publique, qui est très contraint dans ses possibilités à la sortie de ses postes pour trouver un job. Vous avez tous ces fonctionnaires, par exemple à Bercy, qui ont travaillé sur les plans de relance, etc., qui, lorsqu'ils souhaitent aller vers le privé, ont plein de portes qui leur restent fermées en raison des obligations déontologiques 2 semaines, un que l'on mois. a renforcées sous ce quinquennat avec la loi de moralisation portée par François Bayrou dans les premiers jours du premier quinquennat. Est-ce qu'il aurait pu attendre quand même 2 Donc semaines? je ne suis pas inquiet, je Ouais. pense que si cette affaire doit se conclure, elle sera faite dans les règles et dans le respect de la déontologie. Madame Guettet, c'est juste peut-être un petit problème de timing. Vous avez une opposition sur le fond. Bah oui, c'est un problème de timing. Oui, ça, on est d'accord, en mais effet, c'est un problème symbolique, c'est un problème de façon dont on conçoit la pratique politique dans notre pays, c'est un problème d'exemplarité, c'est un problème à plein de niveaux. Le fait est que c'est pas le premier ministre macroniste qui a comme ça qui passe d'un monde à l'autre, c'est-à-dire responsable d'un portefeuille ministériel, ensuite dans le privé, dans le même domaine. Donc oui, c'est gênant, évidemment. Il est grand temps de moraliser la vie politique et je suis assez certaine qui en que ça tête, n'arrivera pas.
Madame Borne, par exemple, elle a travaillé aussi dans le privé. Il y en Après a ses fonctions ministérielles. Non, avant, mais d'accord, mais cette navigation du privé au public. Quand on veut être ministre, il faut avoir travaillé dans le privé toute sa vie. Dans le public toute sa vie. Vous serez d'accord avec moi quand même que ça interroge quand on a travaillé pour des intérêts financiers qui sont énormes dans certains sujets, d'ensuite avoir à conduire la politique de l'État sur le même domaine. Oui, je suis navrée, mais je pense que les citoyens, citoyennes, ça peut les interroger, à juste titre. Ce que l'on peut reprocher à M. Djebari, ce n'est pas d'aller travailler dans une entreprise privée. Si demain il n'est plus ministre, on ne va pas lui demander de ne plus avoir d'activité, de rester chez lui à faire des mots croisés. Donc le problème, c'est que cette société qu'il va rejoindre est très lié à son poste ministériel, société qu'il a visitée 2 fois lorsqu'il était ministre, et donc on peut imaginer que c'est pendant ces visites que des liens se sont noués, et c'est là que c'est gênant. C'est le mélange des genres. C'est pas le fait que M. Djebari entame une carrière. Pour vous, c'est au moment où il a fait sa visite, il a présenté son CV en même temps, je ne sais pas, mais en tout cas, ça crée un doute qui n'est pas sain dans un gouvernement où, quand même, il y a un certain nombre de suspicions de conflits d'intérêts, j'ai bien dit suspicions, comme le secrétaire général de l'Élysée aujourd'hui, M. Kohler, avec une société de paquebot. Il y a eu un certain nombre d'affaires. Donc je pense qu'il faut être très vigilant et ne jamais se servir de sa position d'élu ou de ministre pour après avoir un poste qui est lié à sa fonction. Une fois encore, ce qui est gênant, c'est la similitude entre les projets qui étaient portés par M. Djebari, ministre, et ceux qui seront portés par M. Djebari, cadre d'entreprise. Cette majorité en matière de moralité et de moralisation de la vie politique n'a vraiment pas de leçon à je pense beaucoup. De la part de ses concurrents. Combien de mises en examen au gouvernement, s'il vous plaît? Restons sérieux. En matière de moralisation de la vie politique, c'était le premier texte du quinquennat. Beaucoup de scories. Il faudrait l'appliquer. Mais ça a été appliqué. Et à vos propres ministres. À commencer par le régime de retraite des députés qui a été réformé, l'interdiction des emplois familiaux et tout un tas de mesures qui ont contribué à rendre la vie politique plus conforme à ce qu'elle devrait être. Il y a toujours des mises en examen. Ne laissons pas croire à nos auditeurs, parce que je crois que ça serait vraiment une erreur, qu'on fait ce qu'on veut quand on a exercé une fonction publique. Il y a aujourd'hui des règles qui sont très strictes, qui sont très lourdes. Il y a un contrôle qui est exercé et je suis certain qu'il le sera dans le cas de M. Il y a une symbolique aussi. Il y a une symbolique. Et ça, vous ne pouvez pas faire semblant de l'ignorer. La symbolique, c'est quand on est ministre, eh bien, on se fait une carrière après. Et une fois encore, ça ne pousse pas les Français à participer à la vie démocratique. Clémence Guettet, faut-il légiférer encore plus pour interdire ces passerelles? Vous avez dit qu'elles ne sont pas souhaitables d'avoir travaillé dans le privé pendant un temps, et puis après, peut-être offrir son expérience à la France. Il faut légiférer en disant que ce n'est pas possible? Non, il ne faut pas légiférer en disant que ce n'est pas possible. Il faut contrôler. Et puis là, ce que vous disiez en introduction est juste. C'est-à-dire que pour le moment, il est toujours ministre des Transports. Là, s'il y a un accident d'avion, un drame, il ira au nom du gouvernement. Cette mise en scène un peu aussi qui est quand même gênante. Voilà, à la portière de sa voiture, il tweet, etc. Il est ministre des Transports, quoi. Franchement, je trouve que ça donne pas une grande image de ce qui est possible de faire dans notre pays. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. C'est la fin.